Arthur Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison. La dialectique éristique. La dialectique éristique est l'art de la controverse, celle que l'on utilise pour avoir raison, c'est-à-dire per fas et nefas. On peut en toute objectivité avoir raison, et pourtant, aux yeux des spectateurs, et parfois pour soi-même, avoir tort. En effet, si un adversaire réfute une preuve, et par là donne l'impression de réfuter une assertion, il peut pourtant exister d'autres preuves. Les rôles ont donc été inversés. L'adversaire a raison, alors qu'il a objectivement tort. Ainsi, la véracité objective d'une phrase et sa validité pour le débatteur et l'auditeur sont deux choses différentes. C'est sur ce dernier que repose la dialectique. D'où vient ce comportement ? De la base même de la nature humaine. Sans celle-ci, l'homme serait foncièrement honorable et ne débattrait sans autre but que la recherche de la vérité, et nous serions indifférents, ou du moins n'accorderions qu'une importance secondaire quant au fait que cette vérité desserve les opinions par lesquelles nous avions commencé à discourir, ou serve l'opinion de l'adversaire. Cependant, c'est ce dernier point qui nous est primordial. La vanité innée, particulièrement sensible à la puissance de l'intellect, ne souffre pas que notre position soit fausse et celle de l'adversaire correcte. Pour s'extraire de ce comportement, il suffit de formuler un jugement correct. Cela revient à dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Mais la vanité innée est souvent accompagnée par la loquacité et une mauvaise foi innée. Ils parlent avant de réfléchir, et même lorsqu'ils se rendent compte plus tard que leur position est fausse, ils essaieront de faire en sorte de paraître que ce n'est pas le cas. L'intérêt dans la vérité qu'on aurait pu croire leur seul motif lorsqu'ils déclarèrent leur proposition vraie doit céder le pas à l'intérêt de la vanité. La vérité est fausse, et ce qui est faux paraît vrai. Il y a pourtant quelque chose qui peut être dit sur cette mauvaise foi, sur ce fait de persister à soutenir une thèse qui paraît fausse, même pour nous-mêmes. Nous sommes souvent initialement convaincus de la validité de notre propos, mais les arguments de notre adversaire semblent les réfuter. Si nous abandonnons immédiatement notre position, nous pourrions nous rendre compte par la suite que finalement nous avions raison et que c'était la preuve adverse qui était fausse. L'argument qui nous aurait sauvés ne nous est pas venu sur le moment. C'est donc de là que découle cette maxime que d'attaquer un contre-argument, quand bien même celui-ci nous paraît criant de vérité, en espérant que celle-ci n'est que superficielle et qu'au cours du débat, un autre argument nous viendra qui pourra endommager la thèse adverse ou confirmer la validité de la nôtre. Nous sommes ainsi comme presque forcés à être de mauvaise foi, ou du moins fortement enclins à l'être. La faiblesse de l'intellect et la perversion de la volonté se soutiennent mutuellement. De là, ces joutes n'ont pas pour objectif la vérité, mais une thèse, comme s'il s'agissait d'une bataille pro aris et focis, poursuivie per fas et nefas. Comme expliqué plus haut, il ne peut en être autrement. Ainsi, de manière générale, chacun persistera à défendre ses propres positions, même si, sur le moment, il la considère lui-même comme fausse ou douteuse. Tout le monde est armé jusqu'à un certain point contre ce genre de procédé par sa propre astuce et son manque de scrupules. Chacun apprend, dans la vie de tous les jours, cette dialectique naturelle, de même que chacun possède sa logique naturelle. Cependant, celle-ci n'est pas fiable sur le long terme. Il n'est pas aisé pour quelqu'un de réfléchir à l'encontre des lois de la logique. Si les faux jugements sont fréquents, les fausses conclusions sont rares. Ainsi, les hommes sont rarement exempts de logique naturelle, mais ils peuvent cependant être exempts de dialectique naturelle. C'est un don distribué en mesure pour le moins inégale. Elle est l'équivalent du jugement, qui est inégalement réparti parmi les hommes, tandis que la raison reste la même.
Il arrive souvent que quelqu'un soit dans le vrai, mais que son argumentation ait été confondue par des arguments superficiels. S'il émerge vainqueur de la controverse, il devra souvent sa victoire non seulement à la justesse de son jugement, mais surtout à l'intelligence et l'adresse dont il a fait preuve pour la défendre. Ici, comme dans tous les cas, les dons sont innés. Cependant, la pratique et la réflexion quant aux tactiques par lesquelles quelqu'un peut vaincre un adversaire ou quant à celles que l'adversaire utilise comptent beaucoup pour la maîtrise de cet art. Ainsi, même si la logique n'a pas grande utilité pratique, la dialectique peut l'être. Aristote lui-même me semble avoir établi sa logique propre, analytique, en tant que fondation pour la préparation de sa dialectique et en a fait son cheval de bataille. La logique s'occupe simplement de la forme des propositions, tandis que la dialectique porte sur le fond du sujet, la substance. Ainsi, il convient de considérer la forme générale de toutes les propositions avant de continuer avec les cas particuliers. Aristote ne définit pas l'objet de la dialectique d'une façon aussi précise que moi. S'il lui donne bien pour principal objet la controverse, c'est en tant qu'outil pour rechercher la vérité. Topica 1.2. Plus loin dans son œuvre, il dit également que d'un point de vue philosophique, les propositions sont traitées en accord avec la vérité et d'un point de vue dialectique en fonction de leur plausibilité, c'est-à-dire de la mesure par lesquelles elles gagneront l'approbation des autres opinions. Doxa Topica 1.12. Il est conscient qu'il faut savoir distinguer la vérité objective d'une proposition et la séparer de la façon dont elle est présentée et de l'approbation qu'elle suscite. Cependant, il ne fait pas une distinction suffisamment précise entre ces deux aspects et n'utilise la dialectique que pour le second cas. Les règles par lesquelles il définit la dialectique sont parfois mélangées avec celles définissant la logique. Il m'apparaît donc qu'il n'a pas réussi à trouver une solution claire à ce problème. Dans son Topica, Aristote a, avec son esprit scientifique, entrepris de détailler la dialectique de façon méthodique et systématique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.